Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 40, on fait un tour d'horizon des télévisions communautaires autonomes. Bienvenue à Studio Libre. Les organismes communautaires, comme les télés ou d'autres organismes, attendaient beaucoup du budget du Québec. Malheureusement, pour le côté des télés communautaires, on est un peu resté sur notre faim. Et on va en discuter avec la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Madame Amélie Hintz. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. C'est quand même encore là j'allais dire, une défaite de toutes les revendications que les télévisions communautaires autonomes font au gouvernement depuis des années. Là. On s'entend que c'est pas la première fois qu'on demande des choses et des améliorations des programmes, notamment sur le financement à la mission, et que c'est pratiquement balayé du revers de la main. Là. Oui, effectivement, c'est pas la première fois. C'est toujours décevant, par exemple, d'une année à l'autre. C'est sûr que nous, on était très déçus, puis on l'a manifesté au gouvernement. Tu sais, on les a contactés, on a dit, crime, vous annoncez des belles mesures pour le secteur de la culture, mais on dirait que vous oubliez le secteur des médias communautaires, parce que oui, il y a des mesures pour les médias en général, mais tout ce qui est annoncé, c'est surtout au niveau de crédits d'impôt, de subventions pour Mhm. les salaires, pour le privé. Donc, il n'y a rien pour le Ouais. communautaire, rien de nouveau, en fait. Donc, Mhm. on s'est fait garantir que les programmes étaient renouvelés comme C'est bien. il avait été signé dans les ententes triennales dernièrement, mais qu'il n'y a rien de, pas d'argent neuf pour nous autres là, dans la prochaine année. On le sait, bon, au niveau des médias communautaires, on a un programme du gouvernement du Québec que peu de gens connaissent, mais ça s'appelle le PAMEC. C'est le programme d'aide aux médias communautaires, si je me trompe pas, là, quelque chose comme ça. Exact. Euh, donc, ça finance à la mission. Mais je regardais des chiffres et c'est assez frappant. En 1980, on recevait un montant qui, si on le met aujourd'hui, est équivalent à 100 000 euh, on en reçoit pratiquement pas la moitié ces temps-ci. Donc, on voit bien que le financement n'a pas suivi l'inflation. Là. Non, exactement. L'inflation, on a eu droit dans les 10 dernières années à quelques augmentations, en fait, Mhm. d'ajustement, d'indexation au niveau Ouais. du coût de la vie, mais c'est à peu près tout. Les derniers changements qui ont eu lieu, en fait, ils ont toujours été faits à l'intérieur du programme, donc avec la même enveloppe de départ. Donc, ça voulait Mhm. dire qu'il n'y avait pas d'argent neuf. Donc, ça veut dire que s'il y a des télés qui recevaient plus d'argent, parce qu'il y en a, oui, qui ont reçu plus d'argent, parce que les planchers ont été augmentés, ça veut dire qu'il y en a qui recevaient moins d'argent pour compenser. Au total, l'enveloppe générale, elle n'a pas changé. Donc, c'est pas plus d'argent pour les médias communautaires globalement, malheureusement. Donc, oui, juste l'indexation, c'est quelque chose qu'on demande évidemment à chaque année, mais c'est pas ce qu'on demande le plus. Ce qu'on demande le plus, c'est vraiment une bonification de cette enveloppe-là. Parce que pour la plupart des médias communautaires, ce qui est octroyé pour le PAMEC est même pas suffisant à payer Mhm. un salaire décent par organisation. Donc, pour nous, c'est pas viable là, quand on sait qu'une télévision, ça a besoin, oui, de quelqu'un qui la dirige, mais aussi d'un studio, de locaux. Mhm. Donc c'est clair que c'est pas suffisant pour nous, là. On a souvent des subventions pour l'équipement, mais ça prend quand même du monde pour les opérer, ces équipements-là. Et du monde quand même assez spécialisé parce que les diffuseurs demandent une certaine qualité autour de l'émission. Et on peut pas mettre n'importe qui en arrière d'une caméra et dire, bon, ben, filme-moi quelque chose. Là. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Là. Ben non, c'est ça. C'est sûr que ça prend des gens qualifiés qui vont être capables de produire ce que ça prend pour remplir notre mission, justement. Non seulement ça, mais ça prend aussi des gens qui vont être capables de former la Mhm. future génération, parce qu'on a aussi comme mission, en tant que média communautaire, de former la population dans l'art de la télévision. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins bien soutenu, entre autres par la part du gouvernement, parce que notre rôle, il
est essentiel. Mhm. Puis c'est bien beau vouloir, tu sais, soutenir la population comme ça, mais si le montant de base qui nous est octroyé permet à peine de payer un salaire, c'est difficile après ça de voir comment on pourrait mieux agir envers la population, puis produire ce qui s'attend de nous aussi, Oui. parce que dans plusieurs régions, le média communautaire, c'est le seul média qui informe la population locale, les citoyens. C'est extrêmement précieux puis important. Il faut pas perdre ça. Aujourd'hui, le contexte actuel, depuis plusieurs années, de crise des médias, fait en sorte qu'il y a de moins en moins de journalisme en région. Nous, on est des bastions qui est super bien implantés parce qu'on est implanté dans notre communauté, on est reconnu comme tel, mais je pense que c'est ça, on reçoit pas l'appui nécessaire de la part du gouvernement pour continuer à mener à bien cette mission-là. Oui. Et du côté de l'impact que ça peut avoir sur les télés communautaires, on en parle. Bon, quand on n'est pas capable de fournir plus qu'une direction générale pour tenir ça, ben là, on se tient sur des bénévoles. Mais les bénévoles, dans certaines régions, ça court pas les rues. Donc, comment est-ce qu'on voit ça du côté de la fédération? C'est quoi le message qu'on nous envoie des autres télécommunautaires par rapport au bénévolat et par rapport justement à la difficulté de trouver ces bénévoles-là? Ben, c'est non seulement difficile de trouver des bénévoles, depuis l'après-pandémie, ça a été difficile de revenir à un niveau qui était le niveau pré-pandémique, Mhm. finalement. Non seulement ça, mais comme je disais tout à l'heure, c'est toujours lié avec la capacité d'avoir une équipe solide en place qui connaît bien sa job et qui est capable de soutenir ces bénévoles-là. Parce que même dans les télévisions où il y a un bassin de bénévoles intéressant, ben, si l'équipe en place, elle n'a pas de stabilité parce qu'il y Ouais. a un trop grand roulement de personnel, parce qu'on n'est pas capable de retenir ces employés-là, parce que les conditions qu'on offre sont pas intéressantes, ben, on se retrouve avec le même problème, là. Donc, c'est la capacité de fournir la programmation des télévisions qui est en jeu à ce moment-là aussi, là. Mhm. On l'a vu dans quelques régions, notamment la Gaspésie, la perte du diffuseur fait en sorte que les télés se retrouvent dans un trou finalement béant de on a de la programmation à faire, mais on n'a pas de diffuseur pour le faire. Donc, le fait d'être rattaché à un diffuseur aussi, ça doit être un niveau de stress pour certains, surtout dans des régions peut-être un peu plus éloignées. Oui, c'est sûr. Ce qui s'est passé en Gaspésie, c'est très particulier parce que c'est plutôt rare là, qu'un Mhm. diffuseur, un câbleau distributeur qui se retire d'un milieu. Là, c'est arrivé avec, mais c'est bon, c'est arrivé évidemment avec l'arrivée d'un nouveau câbleau distributeur qui a un peu pris le marché. Donc, l'ancien Cogeco s'est retiré de cet endroit-là parce que pour des questions économiques, Mhm. il aurait fallu des trop grands investissements pour maintenir les infrastructures en place. Puis quand tu dilues un peu ton marché parce qu'il y a une arrivée d'un concurrent, ben là, c'est difficile à maintenir, tu sais, ça, puis on peut le comprendre. Évidemment, ben, il y a eu des développements avec le nouveau câbleau distributeur en place pour diffuser la programmation, puis ça s'est quand même bien fait, ils sont ouverts et tout ça. Mais c'est sûr que c'est extrêmement difficile, ça met une pression sur une organisation qui est déjà en difficulté parce que on s'entend, là, il n'y a pas beaucoup de TV communautaires qui roulent sur l'or, puis qui sont capables euh, de, de, de se passer de l'autofinancement, souvent qui est le bingo média, Mhm. pendant plusieurs semaines sans que ça ait un impact significatif sur ses finances. Donc, c'est sûr que ça a fait mal, puis que ça l'a pas aidé à maintenir ouvert la télévision là-bas, là. Oui. Et on parle de diversification des revenus. Bon, on se dit si le gouvernement nous donne pas la possibilité d'avoir plus dans notre enveloppe originale, eh bien, on se retourne vers d'autres moyens, comme le télébingo, qui est pas mal l'apanage de tout le monde. Mais à un moment donné, si on veut diversifier nos revenus, je regardais les possibilités et il y a quand même, de par la réglementation du CRTC, une certaine un certain bâton dans les roues. Là. Exemple donné, on ne peut pas avoir de publicité nationale, comme on ne peut pas dire bon, cette semaine, chez tel épicier, le steak haché est en vente. On n'a pas le droit de dire ça, de par même la, la structure qui nous est imposée par le CRTC. Est-ce que c'est Oui. une tractation que vous faites encore et encore et encore?
Oui, c'est sûr qu'au CRTC, à chaque fois qu'on a l'occasion, qu'ils réouvrent la loi, puis qu'ils négocient des nouveaux termes, on essaye d'avoir le droit à la publicité commerciale. Ça a Mhm. toujours été refusé. Puis j'ai pas l'impression que ça va changer dans les prochaines années. Faut juste réussir à un peu naviguer autour de ça parce que les règles sont quand même assez floues et il y a moyen de naviguer à travers ça, mais c'est sûr qu'il faut que ça reste de la publicité locale pour que ça Mhm. réponde aux besoins de la population locale qu'on desserve, puis à notre mission. Il y en a qui réussissent à le faire quand même, mais c'est sûr que ça devient difficile parce que là, on ne peut pas s'affilier nécessairement à une compagnie qui viendrait vendre de la pub Ouais. commerciale mur à mur, tu sais, nationale partout, parce que ça passera pas, ça peut pas passer à la télévision. On peut le faire en ligne, par exemple, parce que nos sites web sont pas réglementés par les mêmes lois que la distribution en ce qui a trait Mhm. à la publicité. Donc là, c'est possible, mais c'est sûr que ça sera pas la panacée, ça le sera jamais parce que la loi ne nous le permet pas. Donc c'est sûr qu'il faut trouver d'autres moyens. Puis ça, c'est un désavantage peut-être qu'on a par rapport aux radios communautaires qui, elles, peuvent Oui. faire de la publicité commerciale ou aux chaînes privées, évidemment, là. Et est-ce qu'on nous a expliqué pourquoi on n'avait pas le droit? Parce que, bon, on en parle, les radios communautaires ont le droit, mais nous, les télés communautaires, on n'a pas le droit. Est-ce qu'on nous a donné une explication logique au fait qu'on n'a pas le droit? Oui, ben, la grosse différence, c'est que la télévision communautaire, nous, on passe par un câbleau distributeur qui, lui, Mhm. a le droit de faire de la publicité Oui. commerciale, alors que les radios communautaires sont propriétaires de leur propre licence Ah, voilà. indépendante. Donc, je dirais que c'est la différence majeure. Après ça, nous, parce on passe par un câbleau distributeur qui, lui, est propriétaire de la licence, puis qui va diffuser le contenu communautaire comme critère de diffusion chez lui, ben, il se réserve tous les droits de faire la Hum. publicité commerciale, tu sais, évidemment. Donc, il veut se réserver le monopole. Donc, ils se sont toujours opposés à ce que la loi change pour nous, Oui. là. Et d'un autre côté, on parle des quotas, notamment que le CRTC exige aux câbles distributeurs d'investir dans les médias communautaires. Et d'année en année, il y a des tractations de la part des câbles distributeurs pour réduire ces quotas-là. C'est un peu comme contradictoire dans le fond. On veut, d'un côté, on n'a pas le choix, mais on veut pratiquement, si on pouvait demain matin, on éliminerait tout ça, là. Oui, c'est sûr qu'eux, ils ont tenté depuis les dernières années, en fait, de convaincre le CRTC de diminuer le pourcentage qu'ils devaient investir en télévision communautaire pour pouvoir le réinvestir dans leurs propres nouvelles Mhm. locales, parce qu'eux aussi ont de la difficulté à payer les nouvelles locales. C'est ce qui coûte le plus cher à produire en général, puis c'est ce pour le quoi il y a le moins de subventions ou de fonds. Tu sais. Ça commence à changer, mais tu sais, on est loin de revenir au niveau d'avant quand la publicité commerciale fonctionnait très bien à la télévision. Mhm. Maintenant, bon, les géants du web vont capter une très grande partie de la publicité commerciale en ligne. Donc ça, c'est tous des revenus qui ont été perdus par les câbleaux distributeurs. Donc, ils essaient d'aller chercher aussi quelque chose d'ailleurs. C'est sûr que pour l'instant, on s'est maintenu depuis 2016. Donc, c'est sûr que à part les régions métropolitaines où là, 100% de l'argent qui était dédié à la télévision communautaire a pu être dirigée vers la production de nouvelles locales, des stations privées, des câbleaux distributeurs. Partout ailleurs, ben, il y a encore le même montant qui est alloué, qui est un pourcentage de 1,5%. Oui. Et du côté des programmes, il y en a notamment au niveau du journalisme, un programme fédéral qui s'appelle l'Initiative de journalisme local. Et je me souviens, il y a quelques années, c'était un peu compliqué de faire le lien entre eux et tout ça. Donc, comment ça se passe maintenant? Je pense que vous avez une personne qui est dédiée maintenant au niveau de la fédération pour ce programme-là en particulier? En fait, le programme de journalisme, l'initiative pour le journalisme local est géré par le consortium des médias de langue minoritaire du Mhm. Canada. Donc, c'est vraiment eux qui gèrent le programme. Eux, ils ont une personne qui est dédiée aux télévisions communautaires. Qui va gérer ce programme-là pour les membres qui ont
un journaliste de ce programme-là. Donc, c'est vraiment eux qui font la gestion de A à Z de ça. La reddition de comptes aussi avec Patrimoine canadien. Ça va très bien. On a des très bonnes relations avec eux. Le programme roule bien. Je dirais que la très, 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 très grande majorité des télévisions bénéficiaires fournissent un excellent service, puis on a d'excellents commentaires. Donc, on est très content. Puis oui, c'est quelque chose qui fait une très bonne différence pour plusieurs télévisions, mais c'est sûr que c'est pas accessible à 100% des télévisions parce que c'est un programme extrêmement restreint, là. Mhm. Et on parle de quelles télévisions qui ont pas le droit, justement. Je pense à nous ici à Gatineau. Est-ce que techniquement, on pourrait avoir le droit? Mais vu qu'on est dans une grande ville, je disais que, bon, s'il y a quelque chose déjà dans les grandes villes, ben c'est peut-être un peu plus restreint. Comment est-ce qu'on détermine qui va avoir le droit à un journaliste payé par cette initiative-là? C'est sûr que le programme vise à aller subventionner des journalistes dans des régions mal desservies en Mhm. nouvelles. Donc, c'est pas parce qu'on est proche d'une grande ville que notre petit secteur il est bien desservi en nouvelles. Donc, si on réussit à prouver que non, ici, ben, c'est la télévision communautaire qui permet à ce que la communauté se retrouve à la télévision, il n'y a pas de restriction là, comme n'importe où ailleurs. Tout le monde peut appliquer. Évidemment, comme je disais, il n'y a pas de l'argent pour tout le monde. Donc, il y a un Mhm. comité complètement indépendant qui analyse toutes les demandes, puis qui va faire la sélection en fonction des critères du programme. Donc, est-ce que c'est un désert de nouvelles? Est-ce que ça, ils ont été capables de le prouver dans le formulaire qu'il y avait un très grand manque de nouvelles dans le secteur? Puis, est-ce qu'ils sont capables d'accueillir un nouveau journaliste pour faire la production? Donc, ça va être ça, là, je dirais, les critères à remplir. Mhm. Mais on l'a dit, avoir un journaliste, faire des nouvelles, c'est quelque chose qui demande quand même une logistique. Parce que de se promener ici et là sur le territoire, souvent les territoires sont grands aussi, donc ça cause beaucoup de déplacements, du temps, de l'énergie. Donc, avoir quand même un journaliste, ça demande, même si, bon, là, il y a une subvention, ça demande quand même une structure en dessous. Oui. Et si on revient à la question de départ, si on n'est pas capable d'avoir de structure en dessous, comment accueillir une autre personne et trouver aussi cette autre personne qui soit qualifiée. Je regardais les programmes en journaliste ici. Il n'y a pas grand monde qui sort là, de. Et souvent, les grands médias vont se les accaparer. Est-ce qu'on a quand même une collaboration avec les écoles de journalisme pour favoriser le communautaire? Oui, c'est sûr que nous, on fait des représentations auprès des écoles justement pour faire connaître notre réseau aux finissants, pour qu'ils sachent qu'on existe, ceux qui seraient intéressés à faire des stages, etc. Parce que oui, c'est très difficile, il y en a de moins en moins. Encore récemment, il y a des programmes de journalisme là, qui ont fermé Mhm. dans certaines écoles. Donc, c'est difficile. De là, l'importance encore plus de notre rôle parce que nous, on a ce mandat-là de former les gens. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Mais c'est sûr que quand on veut implémenter un programme comme l'IJL à quelque part, Mhm. c'est pas un programme pour partir une nouvelle structure, tout à fait. Ça prend quelque chose qui est déjà en place, qui est solide, puis qui va être capable de gérer ce nouveau journaliste-là dans son sein. Donc, c'est super important qu'on soit là, puis qu'on le reste, là, finalement. Mhm. Et à quel point ce journaliste-là va être lié avec le programme? Est-ce qu'il est totalement indépendant, dire qu'il peut couvrir ce qu'il veut, il peut faire avoir des sujets qu'il veut, ou il y a vraiment une structure qui doit observer par rapport à ce programme-là? Il faut que ça soit du journalisme civique. Donc, Mhm. c'est le seul critère. Donc, tout ce qui rentre dans la définition de journalisme civique, donc qui est d'intérêt général pour le citoyen, ça va rentrer là-dedans. Donc, après ça, le choix des sujets, tout ça, ça reste complètement indépendant. Ça respecte les critères d'éthique journalistique, absolument. Il n'y a aucun problème, mais il faut que ça soit du journalisme civique. OK. Après ça, quand on a toute cette structure-là en place, on évolue, mais c'est quand même encore difficile pour de trouver du financement. À quel point la communauté est importante dans le maintien, j'allais dire, de télévision communautaire autonome. On le voit dans plusieurs régions, il y a des gens qui sont vraiment impliqués, donnent de l'argent, d'autres c'est plus difficile. Alors, c'est quoi
le mot en général des membres de la fédération sur ce sujet-là en particulier? Ben, c'est extrêmement important d'être près de sa communauté puis que la communauté soit impliquée parce que, bon, c'est sûr que oui, ils peuvent aider financièrement en devenant membre de la Mhm. télé, en la soutenant, mais de savoir que la télévision est écoutée, est reconnue, puis que les citoyens la trouvent importante dans leur vie pour la démocratie, pour la vitalité de leur espace, ben c'est comme ça que, après ça, quand nous, on va leur demander leur soutien, pour faire des représentations au gouvernement pour dire, hey, regarde, tu vois bien, là, on est important, soutiens-nous à la hauteur de ce que les citoyens ont besoin comme information puis comme travail de notre part, c'est sûr que c'est extrêmement précieux. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être proche de nos communautés puis que nos communautés nous soutiennent aussi, là. Quand on soutient sa télé communautaire, ben on soutient évidemment l'information locale. Et souvent, on l'entend dans les discours de politiciens que l'information locale, c'est important, il faut que les gens soient informés, prennent part à leur vie démocratique, politique. Mais on dirait que les bottines ne suivent pas les babines. On a cette impression-là que d'année en année, eh ben, c'est de plus en plus difficile de couvrir les nouvelles locales et de couvrir ce qui se passe dans notre région, surtout quand on a un grand territoire. Euh, les gouvernements parlent d'un bord, mais est-ce que vous leur mettez un peu dans le visage? Écoutez, là, vous dites que c'est important, mais il faut les financer, là. Oui, absolument. Puis ça, on le fait régulièrement, tu sais, puis on le fait. C'est pour ça que quand il y a eu les consultations prébudgétaires, nous, on est intervenus pour faire des demandes Mhm. très précises pour dire voici ce que ça nous prendrait pour que ça aille mieux. Tu sais, puis pour aussi être conséquent avec ce que vous dites. Parce que tu l'as dit, là, des fois, on dirait que, ils font quelque chose, ils disent quelque chose, mais ils font Mhm. complètement l'inverse. Le gouvernement investit encore énormément de sa publicité gouvernementale dans Ben oui. les entreprises en ligne. Donc, c'est tout de l'argent, ça, qui s'en va ailleurs. Ça s'en va, la majorité s'en va aux États-Unis, puis c'est pas réinvesti ici du tout. Alors que si il investissait sa publicité dans les médias locaux, dans les médias communautaires, c'est de l'argent qui resterait ici puis qui se retournerait dans les communautés. Donc, Mhm. c'est pour ça que je dis, moi, je vois pas ça comme une dépense. C'est un investissement. Ça part s'il faisait mieux ses dépenses publicitaires. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a demandé, augmenter le pourcentage qui est alloué à la publicité chez les médias communautaires et les médias locaux en général. On a aussi évidemment demandé à ce que l'enveloppe du PAMEC soit bonifiée. On considère, en tout cas pour les télévisions, que le montant qui est octroyé de base là, devrait être doublé Oui. pour avoir assuré une stabilité au niveau de chacun des médias, puis s'assurer que justement, il va y avoir quelqu'un qui va être capable d'être en charge pour après ça s'assurer que la télévision ne soit pas juste en train de vivoter, puis puisse développer mieux ses relations avec la communauté, puis la production qui est exigée avec le programme. Donc ça, je dirais que c'est les deux choses principales qu'on a demandées, mais pour lesquelles on n'a pas eu de suite encore. Évidemment, il y a toujours des choses qui sont en pourparlers au gouvernement. Il y avait l'intention de modifier la loi sur l'investissement publicitaire, justement. On ne sait pas trop où ça va aller parce que là, on s'entend, on est en période Mhm. préélectorale, ça s'en vient rapidement. Il va y avoir des élections à l'automne d'un gouvernement, tu sais, qui n'est pas assuré d'être élu. Ouais. Donc, c'est ça, là, va falloir commencer à voir quelle stratégie on va adopter avec ça. Juste pour nous donner une idée de grandeur, si on doublait le programme du PAMEC, ça représenterait combien d'argent environ? Oh, bonne question. Là, j'ai pas ma calculatrice devant moi, là. Mhm. Mais en gros, le plancher pour les télévisions communautaires, c'est à peu près 40 000 par année OK. qui est donné le minimum pour tout le monde. Donc, on veut doubler ça. Donc, on s'entend que puis il y a une quarantaine de membres, là, donc c'est plus ou moins facile de faire le Mhm. calcul, là. Ça représente pas tant que ça dans un budget général pour un gouvernement, là, tu sais, Oui, qui gère des milliards, là. On effectivement. s'entend. Mais c'est ça, la tendance est au coupure en ce moment, là, puis on en a entendu parler beaucoup en santé, puis en éducation. C'est ce qui était demandé au Conseil du Trésor, de faire des coupures, puis en fait, c'est ce qui a demandé à tous ces ministères. Fait qu'on le sait très bien, là, que Mm. on n'est pas les seuls à devoir faire face à ça. Fait qu'il faut juste réussir à ensuite tirer notre épingle du jeu, puis leur démontrer de l'importance qu'on a, puis pourquoi chaque argent investi chez nous est un investissement et non pas une dépense. Mhm.
Et au niveau justement des investissements sur les plateformes, on en parlait, Facebook et compagnie, je pense qu'on est arrivé à un certain moment donné où on a implanté la statistique dans la tête des publicitaires. Avant, on était à la cause, mais là, on a l'impression, et c'est à chaque fois qu'on demande une commandite ou quelque chose comme ça pour une émission, la première question, c'est quoi tes chiffres? C'est quoi ton auditoire? Et à cette question-là, ben on ne peut pas leur répondre parce que techniquement, je pense que c'est une technicalité. On n'a pas le droit de faire des sondages de type, là, comme on appelait à l'époque, des BBM. Est-ce que c'est bien ça? Ben, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on contrôle pas ça parce que nous, on n'a pas notre propre licence, donc c'est Mm. difficile. Puis si on avait le droit, c'est extrêmement coûteux là, faire ce genre de sondage-là, donc je suis pas certaine qu'on pourrait se le permettre de toute façon. Mais oui, les codes d'écoute, c'est les câblo-distributeurs qui ont accès à ces données-là, puis ils les partagent pas. Et oui, évidemment, les chiffres, c'est important, sauf que il y a quelque chose qu'il faut qu'on essaie de faire comprendre aussi à toutes les compagnies qui font du placement publicitaire, c'est que c'est pas juste un nombre de clics qu'il faut que c'est pas ça qui garantit que ton produit va être vu puis qu'il va avoir un engagement de la part de la communauté quand ils vont voir ta publicité. Puis c'est là que le média local puis le média communautaire peut tirer son épingle du jeu parce que nous, les gens qui écoutent notre télévision sont beaucoup plus engagés. Ils vont nous reconnaître, ils vont avoir confiance, ils vont savoir que le produit qui est placé, c'est pas une arnaque. Ça vient pas, c'est pas en ligne quelque chose qu'on sait jamais si on va recevoir, si on commande, parce qu'ils vont savoir que ça vient d'ici, c'est local, parce que à cause de la confiance. Le taux d'engagement, c'est prouvé ça par les recherches, il est beaucoup plus élevé avec notre type de média qu'avec les sites web, puis les géants du numérique. Donc, je pense que ça, il faut faire une sensibilisation auprès des agences de placement média parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils oublient ça puis ils veulent juste vendre un nombre de clics puis c'est pas ça qui est efficace. Oui. C'est aussi la qualité du clic que tu vends. Fait que tu peux peut-être avoir moins de vues en plaçant chez nous, mais il va avoir une efficacité beaucoup plus grande. Eh bien, on souhaite que les télévisions communautaires autonomes soient encore vivantes et que, en tout cas, au niveau de la qualité, on le voit, la qualité est là. Et puis, Oui. je vois ailleurs que les gens se donnent et donnent beaucoup de leur expertise. Ben, je souhaite que justement le gouvernement entende et reconnaisse cette expertise-là. Merci beaucoup, Amélie Hens, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Merci. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 40 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Amélie Hens, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre entre parenthèses officielles, auquel vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.